Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant et complexe. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc. Ah oui? Sur le papier, ça devait être la grande fête du football africain, hein. Tout était là. Tout à fait. L'ambiance, les stades, les équipes. Mais on le sait bien, dans cette région du monde, le sport, c'est rarement juste du sport. Ça devient vite une arène, un autre terrain pour les tensions politiques. C'est un prolongement, oui. Les fiertés nationales s'y expriment avec une intensité parfois démesurée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le rêve de la grande célébration a assez vite tourné court. On a compris que le vrai match, le plus tendu, n'allait pas se jouer sur la pelouse. Non, il se jouait en coulisses. Exactement, dans un face-à-face absolument électrique entre Alger et Rabat. Électrique, c'est le mot. Mais en même temps, est-ce que c'est si surprenant que ça? Non, pas vraiment. La rivalité entre l'Algérie et le Maroc, elle ne date pas d'hier. Et les grandes compétitions sportives, elles ont toujours cet effet de loupe sur la géopolitique. C'est clair. Mais la vraie question, et c'est le cœur de nos sources aujourd'hui, c'est les incidents qu'on a vus, est-ce que c'est décalculé? Est-ce qu'on est face à une vraie provocation orchestrée? Ou alors, Ou alors c'est juste le folklore habituel, quoi. Un mélange de paranoïa d'un côté et de grosses maladresses de l'autre. c'est précisément là qu'on va creuser. Parce que les sources parlent, et je cite, d'un plan dangereux qui aurait visé l'équipe algérienne. C'est une accusation extrêmement grave. Très grave. Alors, hyperbole de journaliste ou est-ce qu'il y a des faits, des éléments vraiment troublants qui soutiennent cette thèse? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Allons-y. Alors, tout commence de manière assez banale, j'ai envie de dire, avec un problème qui semble purement logistique. La fameuse crise des billets. C'est ça. Des milliers de supporters algériens prêts à faire le déplacement qui se retrouvent bloqués. Les sites de vente en ligne plantent, ils sont inaccessibles, c'est la frustration totale. Bon, un site qui plante, on a tous connu ça. Surtout pour un événement avec une demande pareille. Surcharge des serveurs, une infrastructure qui ne suit pas. Oui, ça arrive. C'est un peu léger pour crier tout de suite au complot, non? Ça peut très bien être juste une défaillance technique. Absolument. Et si ça s'était arrêté là, on n'en parlerait sûrement pas aujourd'hui. Mais ce n'était que le premier acte. Et d'accord. C'est pour ceux qui ont quand même réussi à obtenir des billets et à arriver à la frontière que les choses deviennent vraiment étranges. Ils décrivent un traitement qui, lui, n'avait plus rien de technique. C'est-à-dire? On parle de contrôle de sécurité d'une durée et d'une minutie extrême. Les détails rapportés dans les sources sont assez surréalistes. Ah oui. Des fouilles qui pouvaient durer des heures, au point que les agents allaient, et c'est un détail marquant, jusqu'à ouvrir et inspecter les sandwichs des supporters. Les sandwichs. Imaginez la scène. À ce niveau, ce n'est plus de la sécurité, ça bascule dans l'humiliation. Et c'est là, je pense, que ça passe d'un simple incident à une potentielle stratégie. Le détail qui change tout d'après les sources, c'est la présence de caméras. Oui, les caméras des médias locaux bien en évidence. C'est ça. Les sources sont très claires là-dessous. Les caméras étaient braquées sur les visages des supporters algériens, sur leurs drapeaux qu'on sortait un par un de leur sac. L'objectif, là, ne semble plus être la sécurité. Non. Le but, c'est de fabriquer une image, de construire un récit. Le supporter algérien, ce n'est pas un fan, c'est une menace. Un suspect qu'il faut absolument contrôler. Ce qui renforce cette lecture, et c'est peut-être l'élément le plus accablant, c'est le ciblage. C'est-à-dire que c'était uniquement eux. Uniquement. On a cherché des témoignages, et ni les Tunisiens, ni les Sénégalais, ni les Ivoiriens, personne d'autre n'a rapporté ce genre de traitement. C'était exclusivement réservé aux Algériens. Voilà. Et cette focalisation exclusive, c'est ce qui fait tout basculer. On passe d'une série d'incidents isolés à un schéma qui semble cohérent. Ce n'est plus de la maladresse. Non, ça ressemble à une campagne. Une forme de chou carré, de guerre psychologique pour démoraliser, pour casser l'élan d'un public qui est connu pour mettre une ambiance incroyable. C'est une déstabilisation avant même le premier coup de sifflet. C'est fascinant, parce que pendant que tout le monde regarde vers les tribunes et les frontières, les sources suggèrent que la vraie manœuvre, la vraie bombe, elle est amorcée ailleurs. Loin des regards. Bien plus discrètement, oui. Dans les bureaux feutrés de la Confédération africaine de football, la CAF. D'accord, on change de dimension. Complètement. On arrive au cœur du réacteur. Il s'agit de la nomination d'un arbitre pour un match crucial, interfinaux. Le 8e de finale, Algérie-Congo. Un match à élimination directe. Exactement. Et l'homme désigné est un Égyptien, Mohamed Marouf.
Bon, pour le grand public, c'est un nom parmi d'autres. Oui, Mais pour ceux qui suivent le foot africain de près, cette nomination a sonné comme une alerte incendie. attendez. Un arbitre égyptien. À première vue, on pourrait se dire que c'est un choix plutôt malin, non? Ah oui, Pourquoi? l'Égypte et l'Algérie, ce sont deux géants du foot africain, des nations sœurs. Choisir un Égyptien, ça pourrait être interprété comme un gage de neutralité, une façon d'éviter un arbitre d'un pays trop proche du Maroc. On pourrait y voir une décision d'apaisement. Exactement, et c'est ça toute la subtilité, toute la brillance du piège si on en croit l'analyse. Hein? C'est une manœuvre qui a toutes les apparences de la neutralité, sauf que c'est un vernis. Quand on gratte un peu et qu'on regarde le CV de ce monsieur Marouf, l'histoire est très très différente. Les sources parlent d'une réputation sulfureuse, Sulfureuse. émaillée de polémiques extrêmement lourdes dans son propre championnat en Égypte. Et ce qui rend cette affaire incroyable, c'est d'où vient l'alerte. Ce ne sont pas des rumeurs, ça ne vient pas d'un communiqué de la Fédération algérienne. Non, ça vient du Caire même. Exactement. Ce sont des personnalités du foot égyptien qui vont publiquement allumer la mèche. Des témoignages si forts qu'on les a appelés les aveux égyptiens. Le plus spectaculaire, c'est celui d'Ahmed Ossam, que tout le monde connaît sous le nom de Mido. Mido. Oui, une légende. Ajax, Marseille, la Roma. Voilà. Et Mido, en direct à la télévision égyptienne, il explose littéralement. Il qualifie les prestations de Mohamed Marouf, et je reprends ces mots, d'obscénité arbitrale. Obscénité. Le mot est lâché. C'est d'une violence. Inouï. Mais il ne s'arrête pas là. Il prend un match précis en exemple, El Makassa contre Zamalek, et il affirme, je cite, que Marouf a ouvertement et sans aucune honte manipulé le résultat. Ah oui, là on n'est plus dans la critique d'une erreur d'arbitrage. Pas du tout. C'est une accusation directe, publique, de tricherie. Alors, il faut quand même nuancer un peu pour être juste. Mido est connu pour être une grande gueule. C'est un personnage entier. Et surtout, c'est une idole absolue de Zamalek. Le grand rival d'Al-Ahly. Exactement. Et le championnat égyptien, c'est un chaudron. Les accusations de partialité contre les arbitres sont quasi hebdomadaires. On pourrait donc se dire, bon, c'est juste un épisode de plus dans la guerre médiatique entre les clubs du Caire. C'est un argument tout à fait recevable, sauf qu'il n'est pas tout seul. C'est là que le dossier s'épaissit. Il y a d'autres témoignages. Un deuxième, crucial, celui d'une autre légende, Moawad Chaoui. Il raconte une anecdote qui, franchement, fait froid dans le dos. Après un match houleux arbitré par Marouf, il l'aurait attendu dans les couloirs du stade D'accord. et lui aurait lancé cette petite phrase, devant témoin, « Tu as fini ton travail et maintenant, tu es soulagé. Ouh, cette phrase-là, elle est terrible. » Elle est terrible. La portée est immense. Ce n'est plus « tu as été mauvais ce soir ». C'est une insinuation à peine voilée que l'arbitre n'a pas commis des erreurs, mais qu'il a accompli une mission. Qu'il a livré le résultat attendu. C'est ça. Et quand on additionne ces témoignages publics, on ne voit plus un simple arbitre qui fait des erreurs. On voit le portrait d'un homme jugé au minimum influençable. Et c'est sur cette base, qui est en béton, que la fédération algérienne va construire sa contre-offensive. Et là où ils ont été, d'après les sources, d'une efficacité redoutable, c'est qu'ils n'ont pas juste crié au scandale dans les médias. Non, ils ont été plus fins. Beaucoup plus fin, beaucoup plus malin. Leur coup de maître, ça a été de monter un dossier juridique et diplomatique. Et la logique de leur argument était imparable. Ils ne sont pas allés voir la CAF en disant « votre arbitre est corrompu ». Non, c'était plus subtil. Beaucoup plus. Ils ont dit « écoutez, la question de savoir si Mido et les autres ont raison ou tort, ce n'est même plus le sujet. Le simple fait qu'un arbitre soit au cœur d'un tel scandale dans son propre pays, mis en cause publiquement par des icônes nationales, le disqualifie de facto pour diriger un match aussi explosif. Le maintenir serait prendre le risque conscient, assumé, de provoquer un scandale international. » Et là, que voulez-vous répondre à ça? C'est imparable. L'argument sous-jacent, c'était donc que le choix de cet arbitre, avec ce passif, ça ne pouvait être ni une erreur, ni une coïncidence. C'était délibéré. C'était un choix délibéré. Et face à cette stratégie algérienne, dossier formel, protestation officielle, et en parallèle des fuites très bien organisées dans la presse, la CAF s'est retrouvée complètement coincée. C'est un cas d'école de échec et mat. Complètement. La CAF était face à un dilemme impossible. Soit ils maintenaient Marouf, et au moindre problème, ils endossaient la responsabilité d'un scandale annoncé. Soit il le remplaçait. Et en le remplaçant, ils admettaient publiquement une erreur de jugement monumentale et ils donnaient raison à l'Algérie. Ils ont choisi le moindre mal. Ils l'ont remplacé. Ils l'ont remplacé.
Ce qui veut dire que ce n'est pas une simple décision administrative. Pour l'Algérie, c'est vécu comme une victoire. Une victoire diplomatique éclatante. Éclatante, oui, remportée avant même d'avoir joué une seule minute de ce huitième de finale. C'est ça, ils ont déjoué la manœuvre. Mais ça laisse une question fondamentale en suspens. Pourquoi? C'est la question qui brûle les lèvres. Admettons le scénario du piège. Pourquoi déployer une stratégie aussi complexe, aussi risquée, juste pour un huitième de finale? Alors, les sources avancent un double mobile qui s'emboîte parfaitement. Le premier est sportif. D'accord. Il faut se remettre dans le contexte. L'équipe algérienne, à ce moment-là, arrive à la CAN en mode rouleau compresseur. Ils sortent de leur incroyable série d'invincibilité historique. C'était l'équipe à abattre. C'était plus qu'un favori, c'était l'épouvantail du tournoi. L'éliminer le plus tôt possible, c'était littéralement dégager l'autoroute pour le Maroc, le pays organisateur. D'accord, l'aspect sportif est logique, mais ça semble quand même disproportionné comme moyen. C'est parce que le fond est politique, et c'est le deuxième mobile bien plus profond. Pour le Maroc, cette CAN, ce n'était pas juste un tournoi, c'était une opération de prestige. La vitrine de son leadership sur le continent? Exactement. Une victoire finale à domicile, ça aurait été le couronnement symbolique de cette ambition. Et dans cette optique, imaginer le grand rival algérien venir soulever le trophée sur son sol, c'était politiquement inenvisageable. Un affront insupportable, pour reprendre les termes de l'analyse. C'est ça. Et il y a même un dernier niveau de complexité dans cette manœuvre, qui est assez diabolique. Le choix d'un arbitre égyptien. Ce n'était pas anodin. Non. Il présentait un double avantage. Non seulement son profil était jugé utile, mais surtout, en cas de scandale, la faute serait retombée sur lui et sur l'Égypte. Ah, bien vu. Ça aurait permis, au passage, de créer une discorde durable entre deux nations frères, Alger et Le Caire. La vieille stratégie du diviser pour mieux régner, appliquée au football. C'est machiavélique. On a donc le tableau complet. Un complot présumé, une contre-offensive réussie, l'Algérie gagne cette manche, victoire totale sur le plan diplomatique. Mais, en y réfléchissant bien, cette victoire n'est-elle pas un cadeau empoisonné? C'est le cœur du problème. C'est un fardeau. En gagnant cette bataille des coulisses, l'Algérie a peut-être perdu une partie de la guerre psychologique. Comment ça? Parce que cette victoire transfère une pression colossale, presque inhumaine, sur les épaules des joueurs. D'un coup, ce ne sont plus de simples footballeurs. Ils deviennent les porteurs d'un étendard national. Le symbole d'une souveraineté qui a triomphé. Exactement. Le symbole vivant d'une souveraineté qui a déjoué une machination. Ça veut dire qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Une défaite sur le terrain ne serait plus juste une défaite sportive. Précisément. Le droit à la défaite, le droit à un mauvais jour, ça n'existe presque plus. Il y a désormais une obligation morale de gagner pour justifier toute cette crise, pour prouver que ce combat en valait la peine. La pression sportive se double d'une pression politique écrasante. Vu comme ça, c'est un risque énorme. Mais si on se place du point de vue de l'État algérien, peut-être que le message envoyé au reste du continent était plus important que le match lui-même. C'est une excellente lecture, une démonstration de force, de vigilance, de l'efficacité de son soft power. Oui, Le message adressé au Maroc, mais aussi à tous les autres, c'est « Ne jouez pas avec notre souveraineté ». C'est une ligne rouge, que ce soit sur un terrain de foot ou ailleurs. l'enjeu sportif a été totalement nationalisé. Tout à fait. Protéger l'équipe, c'était surtout affirmer un principe politique. Ce qui nous amène à une conclusion assez vertigineuse. Cette première bataille a fait tomber les masques. Un camp a montré sa capacité à monter des opérations complexes, souterraines. Et l'autre a montré sa capacité à les anticiper et à les déjouer avec une efficacité tout aussi redoutable. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Et maintenant, c'est toute la question. Est-ce qu'on assiste à une désescalade, chaque camp ayant mesuré la force de l'autre et décidant de calmer le jeu? Ou le contraire? Ou au contraire, est-ce qu'on vient d'entrer dans une phase encore plus tendue, une sorte de guerre froide, où chaque coup de sifflet, chaque décision de l'arbitrage vidéo, chaque tacle sera analysé non plus comme un fait de jeu, mais comme un nouvel acte de cette partie d'échec géopolitique? C'est une question terrible. La question n'est plus seulement de savoir qui va gagner la coupe, mais si le football lui-même peut survivre à cette confrontation.